faut avoir sa propre philosophie. Vous pouvez être influencé par des entraîneurs, mais il faut les incarner. Vos idées, il faut les incarner. Je pense qu'aujourd'hui, il a considéré que le football qu'il avait appris avec Pep Guardiola et le football qui est son ADN, le football espagnol, était transmissible à n'importe quelle équipe. Sauf que le talent qu'a Guardiola à sa disposition, je pense qu'il ne l'a pas à Arsenal. La réalité, c'est que on peut tout dire, mais le profil des joueurs qu'il a à sa disposition, ce n'est pas le profil des joueurs que Guardiola a à Manchester City. Et on voit bien également que le football de Guardiola en ce moment, dans le football d'aujourd'hui, est un football qui devient plus difficile. Le football de possession, on est plus sur un football de transition. Et bizarrement, il a les joueurs pour jouer un football de transition, c'est-à-dire un football très rapide vers l'avant. Et ils l'ont fait une fois cette année, où moi je les ai commentés, c'est contre Manchester United, où ils sont allés les presser très très haut en première période. C'est pour moi la première mi-temps d'Arsenal qu'on doit voir, d'Arsenal dans tout ce championnat. Et bizarrement, il a voulu solidifier cet aspect défensif parce qu'ils avaient des problèmes. Il en a perdu tout son influx offensif. Et moi, je pense, et tu l'as dit, ces joueurs ont perdu cette forme de reconnaissance en un entraîneur en qui ils croyaient. Parce que, comment il s'appelle, Aubameyang a dit après le Community Shield, ça se passe super bien, je me sens bien avec lui, ils ont gagné ce trophée, donc il y avait une forme de confiance. Là, c'est ce que disait Arsène Wenger, et c'est toujours appliqué à ne pas perdre plus de 2 fois de suite, parce que c'est là où la confiance s'ébranle, et je pense que la confiance est ébranlée envers Arteta et surtout envers le club. Il y a un ancien joueur d'Arsenal qui en ce moment va bien, il fait chanter les blues de Chelsea, c'est Olivier Giroud, 5 buts en une semaine, quadruplé en Ligue des Champions, le but face à Leeds samedi dernier. Alors Olivier Giroud, on l'annonçait partant, il y avait même eu ce petit coup de pression de Didier Deschamps qui lui avait dit bon, grosso modo, si tu veux jouer l'Euro cet été, va falloir que tu trouves un club qui te donne du temps de jeu. Il se trouve que là, il devient de moins en moins, de plus en plus incontournable pour Frank Lampard. La question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que sur cette dynamique, en surfant là-dessus, il peut aller voir Frank Lampard et lui dire écoute, je suis d'accord pour rester, si je continuais à jouer aussi régulièrement, est-ce qu'on peut avoir ce type de négociation avec un entraîneur, Habib, et est-ce que surtout c'est le moment pour lui de le faire, est-ce qu'il a intérêt à le faire? Moi je pense qu'il a aucun intérêt à quitter Chelsea pour 2 raisons. C'est qu'il va jouer quoi qu'il arrive. Tammy Abraham est dans l'impossibilité de faire 10 matchs enchaînés, il se blesse tout le temps. Werner, aujourd'hui, pour Lampard, il a été mis côté gauche et c'est là où il est le plus influent. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait un attaquant qui puisse tenir, en quelque sorte, le rythme, comme peut le faire Olivier Giroud, être aussi fit qu'est Olivier Giroud dans une saison à jamais se blesser. Et rappelez-vous l'année dernière, il le récupère pour le restart, il marque contre Tottenham, il le garde, et c'est plus ou moins lui, pour moi, qui met Chelsea en Ligue des Champions cette saison, avec ses performances. Et je crois que Olivier Giroud n'a aucun intérêt à partir de Chelsea. Il est bien, il vient d'avoir un enfant, il vit à Londres, il sait qu'il va jouer parce que il n'y a pas une concurrence où il peut se dire, c'est mort. C'est-à-dire l'attaquant qui est là, je vais jamais le déloger. Tammy Abraham est en l'incapacité d'enchaîner 3 matchs. Il fait 3 matchs, il se blesse. Donc il aura des opportunités. Et ce qui me plaît chez Giroud, moi, c'est son talent. Parce que les gens voient le talent, je le disais hier, en passement de jambes, petit pont. Pour moi, il a un talent de buteur, inné. C'est-à-dire qu'il joue, il marque. Alors, il marque pas 50 buts par saison, mais il marque. Et il marquera dans toutes les équipes où il va jouer. Et je peux garantir que Frank Lampard va s'appuyer sur lui parce que déjà, c'est un profil qu'il n'a pas dans son équipe et qui modifie en quelque sorte le projet de jeu de Chelsea lorsqu'ils sont sur un bloc bas, comme ils l'ont été parfois, c'est-à-dire quand ils sont sur un bloc haut, face à un bloc bas, Giroud amène cette présence, et moi je pense qu'Olivier Giroud doit rester à Chelsea, il va jouer et il fera la Coupe du Monde. Bruno, en 30 secondes, Lampard va garder Giroud va rester à Chelsea cet hiver, c'est la tendance du moment? Moi je trouve qu'on a été incroyablement impatient avec Giroud en fait, sur le début de saison, parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi, c'était évident qu'il allait jouer, c'est évident qu'Abraham n'a pas la stature pour enchaîner tous les matchs, et puis il y a une raison qui est simple, Chelsea il va pas lâcher, Lampard va pas lâcher Olivier Giroud, tout simplement parce qu'il faut le remplacer. C'est exactement le même problème qui s'est posé l'année dernière. Il l'a pas laissé partir en janvier malgré les offres parce qu'il n'avait pas de remplaçant. Et quand on voit ce que fait Giroud, il a 7 buts en 11 apparitions cette saison. Mais pourquoi on lâcherait un joueur comme ça? C'est une aubaine, quoi. C'est un joueur en or. En plus, il se plaint jamais, il joue, il se bat, et puis voilà. Et puis je pense qu'Abraham surtout a plus à apprendre de Giroud que de se plaindre de laisser sa place à un joueur comme ça. Et là, en l'occurrence, voilà, un joueur champion du monde. On en parlait avec Habib. C'est quelqu'un qui amène de l'expérience aussi à cet effectif. Et c'est précieux dans cette course qui s'annonce où Chelsea est en train de peut-être penser secrètement au titre. Et City, un peu loin du titre, mais City revient. City a gagné 2-0 contre Fulham samedi. City à la 6e place, à 6 points de Tottenham, mais avec un match en moins. Et c'était un anniversaire. Je sais pas si vous le saviez, Bruno, cette rencontre pour Pep Guardiola. 700e match. 700e ou 750e? 700e match dirigé sur le banc de touche, et c'est pas prêt de s'arrêter. Écoutez.
Je vais en faire 700 de plus et je prendrai ma retraite ensuite. Non, quand on commence quelque chose dans la vie, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Je ne m'y attendais pas, mais c'est bien d'avoir ces 700 matchs et seulement quelques défaites pour tous les joueurs et membres des différents staffs. Entre l'équipe réserve du Barça, l'équipe première, le Bayern et enfin Manchester City, c'est un beau parcours. On a fait des choses incroyables avec un grand nombre de personnes. On espère pouvoir continuer ainsi. Voilà, 700 matchs dirigés. On s'est dit à Radio Foot que ça mériterait bien un petit quiz. Vous êtes prêts tous les trois, ça vous dit ? Allez. Première question, messieurs, je vous demande de trouver un club. Avec laquelle de ces équipes Pep Guardiola a-t-il remporté le plus de victoires ? Barcelone. Non, le Bayern. 0 pointé pour tout le monde. C'était City depuis ce week-end. Ouais. 184. 184, 183 avec le Barça. Donc il a battu dans le même temps son record personnel. Deuxième question. Un pourcentage de victoire de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, le plus proche de vous. 3 remporte cette manche. 61,7. 61 Habib, je note. 63. 63 Bruno. 68. 68 Xavier. Bonne réponse. En tout cas, vous êtes le plus près, Xavier. Ça fait 73,6. Xavier Barré Très loin. vire en tête avant la troisième et dernière question. Attention. Avec presque 600 matchs dirigés en Ligue 1, je suis le Pep Guardiola français, l'entraîneur en activité le plus capé du championnat de France. Qui suis-je ? Stéphane Moulin. Claude Puel. Claude Puel. Ouais. Bonne réponse, Xavier Barré. Bon, Le Guardiola de la Ligue 1. Voilà. Il y avait une réponse bonus en cas d'égalité. Xavier, vous avez gagné, hein, c'est pour le plaisir. Il y avait une question bonus plutôt en cas d'égalité. On va quand même la faire, voilà, pour le plaisir. Pour la deuxième place. Le nombre de matchs dirigés par Sir Alex Ferguson, toute équipe confondue. Toute équipe confondue. Wenger était à plus de 1000. Ouais, donc, Wenger a fait plus de 1000. 1400. 1220. 1250, un truc comme ça. 1400. Et le point encore pour Xavier Barré. Vous êtes incontestablement le vainqueur. Xavier, c'était 2153. Par contre, vous étiez vraiment loin. Ouais, Désolé. franchement, le point, ouais. Non, partout. Le point, on lui donne, mais bon, il... Et voilà, il a C'est un gagné. point par défaut. Bravo Xavier, vous gagnez ce quiz et toute notre estime. Bravo, Xavier. Premier numéro, le 36. Le 3. Le 12. Allez, on va parler d'un événement qui va commencer dans une grosse dizaine de minutes maintenant. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Europe, tirage en visio, hein, Covid oblige, et un mode opératoire comme souvent un petit peu compliqué à décrypter. 6 chapeaux pour arriver à 10 groupes, 5 groupes de 6, 5 groupes de 5, et à la fin de ces éliminatoires, il y aura 13 tickets à distribuer. Voilà, on a un spécialiste tirage au sort en la personne de Xavier Barré. Est-ce que j'ai bien résumé ? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter, Xavier ? Oui, il y a 2 précisions importantes. La première, c'est que il y aura des tours de barrage pour les vainqueurs de la Ligue des Nations qui s'est déroulée cet automne et pour lequel la France est qualifiée pour le Final Four. Comme il y avait des tours de rattrapage pour l'Euro 2020. Pour les équipes, pareil, qui étaient sorties en tête de leur groupe de la Ligue des Nations. Donc bon, ça, on va le laisser de côté parce qu'on aura le temps d'en reparler. Mais ce qui est très intéressant pour le tirage immédiatement, c'est que vous parlez des groupes de 5 et des groupes de 6. Et donc la France sera dans un groupe de 5 comme les 4 autres équipes qui ont remporté leur groupe de Ligue des Nations et qui sont donc qualifiées pour le Final Four. Donc la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Et il y aura un 5e qui sera aussi. Donc ce sont des équipes qui auront donc des groupes éliminatoires allégés. Alors tout est relatif parce qu'en fait, c'est pour l'UEFA a mis ça en place pour dégager les dates éliminatoires d'octobre
octobre 2021 de façon à organiser la Ligue des Nations. Et aux mêmes dates, eh bien, il y aura les autres pays européens qui, eux, joueront par contre les autres pays européens qui sont dans des groupes de 6, qui, eux, joueront par contre. Rien compris. J'ai essayé de faire simple. Non, mais c'était très simple, mais... Non, mais si on récapitule, les 10 premiers, de toute façon, sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça, il n'y a pas de problème. 10 premiers de groupe. Ensuite, il y a des barrages. Mais ensuite, ça, on prend des barrages. On prend donc les 2 équipes éventuellement de Ligue des Nations. Si jamais elles sont pas qualifiées, c'est ça. Oui, on y reviendra parce que c'est tellement alambiqué. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la France est dans un groupe de 5, hein, donc comme l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Et en plus, un joker, si j'ai bien compris. Voilà, et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Donc la France dans un groupe de 5, avec en plus un joker, et quand vous regardez franchement les équipes des pots 2 et pots 3... c'est pas le top niveau européen, quoi. Après, si vous tombez dans un groupe avec par exemple la Turquie et la Russie, effectivement, c'est pas le top niveau, mais c'est compliqué parce que ce sont des équipes qui ont quand même, c'est des voyages longs. On sait que Didier Deschamps appréhende particulièrement ces déplacements à l'autre bout du continent. Parfois, les Turcs vous font des surprises. Ils vous font pas jouer à Istanbul, ils vont vous faire jouer à Bursa ou ailleurs. Donc c'est toujours délicat de tomber dans des groupes en fait où il y a un match à 3. Donc il vaut presque mieux parfois tomber dans un groupe. Enfin ça, Habib ayant vécu ces phases éliminatoires peut peut-être en parler mieux que moi, mais où il y a un adversaire identifié avec un espèce de finale pour la première place, qui sera donc forcément l'équipe du pot 2, puisque la France est tête de série, et tomber contre des 3e et 4e qui sont moins relevés. La France, là, évidemment, je fais le raisonnement par l'inverse, hein, mais la France, si on prend un cheminement très simple, pourrait se retrouver, grosso modo, avec la Roumanie, la Hongrie, Israël, le Bélarus ou les îles Féroé. Est-ce que franchement se préparer pour une Coupe du Monde en jouant des matchs faciles entre guillemets, vous allez me dire qu'aucun match n'est facile bien sûr, c'est une bonne préparation? Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne préparation par rapport à l'adversaire. Vous pouvez avoir un gros et gagner contre le gros et passer à travers votre Coupe du Monde. C'est arrivé pour l'Allemagne, par exemple, qui est passé à travers sa Coupe du Monde. Je suis pas sûr qu'il y ait un parcours parfait ou des équipes parfaites. De toute façon, c'est donner du temps de jeu, faire des revues d'effectifs, essayer d'analyser des jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe de France. Il y en a très très peu parce que il y a très peu d'ouverture pour les joueurs qui pointent le bout de leur nez maintenant. Moi, je pense que quand on est l'équipe de France dans le pot 1, de toute façon, on se dit que quoi qu'il arrive, peu importe le tirage, vous devez sortir. C'est un petit peu le débat qu'on avait sur Lyon. Vu le niveau de l'équipe de France, pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir, peu importe qui est dans le pot 2, 3, 4 ou 5. C'est juste bien négocier ce moment-là, savoir comment ils vont récupérer les joueurs aussi avec toute cette situation, parce que il faut gérer, on l'a dit, les calendriers, c'est assez lourd pour tout le monde. Donc moi, je suis plus focalisé sur le calendrier et les matchs qu'il peut y avoir pour cette équipe de France que sur l'adversité. Le problème de la compétitivité, c'est pas forcément un problème pour vous. La compétitivité, elle dépend surtout de l'investissement des joueurs sur ces matchs qui parfois font moins rêver, avec des petites nations. Et c'est le degré d'implication des joueurs qui va rendre déjà les matchs faciles. Après, là, on est dans un contexte un peu particulier parce qu'on va sortir de l'Euro et on va enchaîner directement un an après avec la Coupe du Monde. Donc c'est très resserré. Et pour moi, presque la performance... Et la Ligue des Nations. Mais ça veut dire que l'Euro 2021 plus la Ligue des Nations, où le niveau est quand même très relevé, l'Italie, la Belgique, va être pour moi des temps de passage plus intéressants en vue de la Coupe du Monde que ce groupe de qualification où on voit bien que voilà, c'est quand même il y a des grands favoris et des petites nations. Après, si vous jouez la Suède en pot 2 et que vous allez vous déplacer en Écosse qui est en pleine renaissance, ça va être un peu plus compliqué. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'Euro sera un vrai baromètre pour la Coupe du Monde. On l'avait vu sur l'Euro 2016, le fait que l'équipe de France perde en finale. Didier Deschamps avait dit on ne veut plus jamais revivre ça et je pense que c'est ce qui permet à l'équipe de France d'être championne du monde. Et en l'occurrence, on avait vu l'Allemagne en grande difficulté face à l'équipe de France en 2016 et ce qui prédisait en quelque sorte un échec en 2018. Alors c'était pas forcément écrit, mais c'est souvent quand même les prémices de ce qui peut se passer 1 ou 2 ans après en termes de maturité ou pour des équipes qui sont en fin de cycle. C'était un petit peu le cas de l'Allemagne en 2016. C'est là où se dégagent des certitudes. Voilà, exactement. À travers les grands tournois. Exactement. Après, on voit ces phases éliminatoires, on l'a vu pour l'Euro récemment, l'équipe de France qui devait voyager en Moldavie, qui devait voyager en Bulgarie, ils ont avec des matchs
vraiment médiocres, qu'ils ont réussi à gagner. Donc, et souvent la conclusion de Deschamps ou des Bleus lorsqu'ils étaient interviewés après ces prestations, c'était l'important, c'était comme on caricature parfois, c'était les 3 points, c'était de gagner ces matchs. On sait que la Ligue des Nations en plus a apporté un nouvel air à ces rencontres internationales parce que effectivement il y a 4 divisions au niveau de l'Europe. Donc maintenant, quand on est dans la première division, ce qui est le cas de la France, ce qui est le cas aussi de l'Angleterre, de la Belgique, eh bien on se rend compte qu'entre grandes équipes. Donc on a vraiment des grands matchs. Là le problème, c'est que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde comme ceux de l'Euro, il faut aller jouer en Moldavie, il faut aller jouer à Chypre.